Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de la biodiversité dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Exactement. Et je suis ravi de vous accueillir. On s'était vu il y a quelques temps. Il fallait faire le point parce que demain, c'est l'ouverture de la COP28 à Dubaï. C'est important cette COP28. On en attend beaucoup. Oui, c'est un moment important parce que cette COP, elle doit être ambitieuse. Et surtout, on va faire le point sur les accords de Paris. C'était prévu, la trajectoire n'est pas bonne, on n'est pas au niveau des engagements qui avaient été pris, sauf que pour baisser nos gaz à effet de serre et nos émissions, faut peut-être accélérer certainement. Et donc la parole de la France est très attendue, le rôle de l'Europe aussi, Oui. particulièrement attendu pour plusieurs raisons, parce qu'on peut construire des coalitions extrêmement fortes, aider les pays en voie de développement, mais on a aussi une vocation à ne pas être naïf sur notre marché aussi interne et faire évoluer nos règles pour permettre à ceux qui sont peut-être les plus frileux dans cette COP, eh bien d'enclencher les transformations. Donc oui, c'est une COP importante. Oui, mais c'est une bonne idée de le faire aux Émirats Arabes Unis, producteurs de pétrole, et la COP28 placée elle-même sous la présidence du patron de la plus importante compagnie pétrolière. J'ai bien vu ça, et pour autant, vous savez, les COP, elles répondent à une sorte d'équilibre mondial porté par des règles onusiennes. Tous les territoires doivent pouvoir porter la COP parce que c'est des échanges mondiaux. Après, moi j'ai envie de vous dire, il faut presque assumer dans les territoires qui sont parfois les plus difficiles, et peut-être, certainement, ceux qui sont les plus émetteurs avec la question des émissions. C'est le cas, là. C'est le cas, oui. C'est le cas. Et c'est À pour Dubaï, ça qu'il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut être très offensif, d'une certaine manière, dans la démarche, et y voir une opportunité pour challenger ces pays-là. Oui. Donc, oui, j'entends que ça questionne, bien sûr, mais c'est aussi notre responsabilité de faire que, vous savez, personne ne reste sur le bas-côté de la route et se dise « moi, je ne suis pas concerné parce que je suis, par exemple, producteur d'hydrocarbures ou pas ». Et donc, c'est une manière d'aller les challenger, même au cœur de leur territoire. Même Joe Biden n'y va pas, les États-Unis émetteurs n'y vont pas. Oui, mais Il y a le patron de l'ONU qui y sera, mais est-ce que c'est suffisant ? Il y a surtout les pays européens, les pays africains, que la présence du président des États-Unis manque. C'est une certitude. C'est un pays qui est absolument nécessaire dans nos grandes négos. Il sera représenté, et fort heureusement. Mais enfin, quand je vois les résultats de la COP à Montréal, la COP qui nous a permis sur la biodiversité d'avancer, c'est un moment qui va être important. Et après, c'est à nous aussi, parce qu'on a commencé à le faire, de parler en Europe forte. La dernière fois, on a quand même pris des décisions permettant d'interdire les produits qui viennent, par exemple, de la déforestation, ce qui pousse ceux qui ne veulent pas, finalement, répondre à la diplomatie environnementale, eh bien, se rendre compte que leur marché économique, eh bien, risque de s'effondrer, voire de ne plus trouver de débouchés sur notre marché européen. Donc, il faut être offensif, croire en cette diplomatie, parce qu'elle est nécessaire, mais ne pas être naïf. Oui. Le pape envoie un message, la première fois d'ailleurs. C'est la place, d'un leader religieux comme ça. Oui, parce que au-delà du rôle œcuménique du pape, c'est une personnalité qui est dans le monde entendue de manière d'ailleurs multiculturelle très largement. Et puis la parole du pape, elle a cette force très humaniste d'une certaine manière qui dépasse d'ailleurs les croyants et les non-croyants. Et le fond de sa parole, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, protéger la planète pour nos enfants, protéger la nature, c'est d'une certaine manière construire aussi une paix dans notre pays. C'est les propos d'Antonio Guterres aussi. On a plein de conflits géopolitiques qui sont dus à la raréfaction des ressources, ou vous savez, à ces nouvelles guerres qui sont liées à l'eau, à l'accès finalement aux ressources alimentaires, aux terres. Eh bien, pour protéger l'homme, protéger la société, eh bien, il est absolument essentiel de préserver ce qu'on a de plus fragile, la nature, d'abord pour, c'est vrai, nos enfants, mais aussi pour, d'une certaine manière, avoir de la cohésion et de la cohésion au-delà des frontières. Oui, alors en début de semaine, la Première ministre, à vos côtés, Sarah El Haïry, a présenté donc un plan important pour, dit-elle, je la cite, mettre fin à l'effondrement du vivant et restaurer la nature à l'horizon 2030. Ça veut dire que le plan précédent pour la biodiversité, en fait, n'a pas eu les effets attendus, n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce nouveau plan, on va dire 40 mesures, 1 milliard d'euros mobilisés, celui-là va marcher ? Qu'est-ce qui peut le laisser penser ? Plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il est très ambitieux, il est quand même très offensif, c'est très juste, mais on a des moyens historiques. On n'a jamais eu autant de moyens financiers. C'est la première chose. On a plus d'1 milliard d'euros de moyens financiers juste pour l'année prochaine pour réussir à mettre ce plan. Deuxième point, on a à Matignon la Première ministre qui vient du ministère de l'écologie.
Et donc, du coup, on a d'une certaine manière, comme diraient les navigateurs, on a du vent dans les voiles. C'est extrêmement aidant. On a un outil nouveau de gouvernance qui est le secrétariat général à la planification, qui fait que cette stratégie nationale biodiversité, même si elle est écrite et portée par moi, par mon ministère, elle est interministérielle. Moi, j'ai besoin de l'économie, j'ai besoin de l'industrie, j'ai besoin de l'éducation. Et ils sont là tous. Et oui, parce qu'il y a cette vigie, d'une certaine manière, cette tour de contrôle qui est le SGPE. Et puis, enfin, et je pense que ça compte, en tout cas énormément, il y a une prise de conscience dans notre pays, très largement, de la fragilité de la nature. Et la biodiversité, c'est quoi? C'est vraiment le vivant qui est autour de nous, à côté de chez nous. Et donc, ce plan, il n'est pas sous la forme des anciens. Ce n'est pas un plaidoyer. Moi, je n'ai pas fait un plaidoyer politique. J'ai fait un plan opérationnel avec des mesures sur lesquelles je rendais compte. Et on rendra des comptes tous les ans pour qu'on ne se dise pas, d'ici 2030, eh bien, Madame la Ministre, le plan que vous avez présenté, est-ce que ça a été une réussite ou un échec? Je préfère qu'on soit année après année dans une étude de la trajectoire pour pouvoir corriger et pas se dire c'est trop tard. Oui. Oui, on va voir d'ailleurs des images de votre ministère, chargé donc de la protection de la biodiversité qui accompagne ce plan, parce qu'il faut dire l'outre-mer d'ailleurs est très présente, parce qu'évidemment il recèle les territoires et départements d'outre-mer l'essentiel de cette biodiversité française. Et au-delà, on va parler des rivières, on va parler des bords de mer, on va parler aussi des papillons, on va parler des chauves-souris, on va parler d'animaux parce que la France recèle d'espèces qui sont en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on peut dire très concrètement pour qu'on comprenne? Très concrètement, vous savez, la nature, souvent, on l'aime parce qu'elle est belle, elle nous crée de l'émotion, mais en réalité, son rôle, il est plus grand que ça. Elle nous nourrit, elle nous permet de respirer, de vivre, bien sûr, mais elle nous protège. Elle nous protège au quotidien. Quand on voit les tempêtes, quand on voit ce qu'on a eu comme inondation, si la nature était en meilleure santé, les sols auraient absorbé plus. On aurait eu, évidemment, ces catastrophes, mais de manière moins frontale. Si on a des haies, eh bien, on aurait plus d'insectes, on aurait plus de pollinisateurs qui nous permettraient d'avoir, d'une certaine manière, une production agricole peut-être de meilleure qualité encore. Et donc, c'est comment on reconnaît fondamentalement le rôle de tous ces services rendus gratuitement par la nature. Et vous savez, parfois on dit ce qui est gratuit n'a pas de valeur. En tout cas, on n'a pas l'impression que ça en est. Eh bien, la nature, c'est plus de 50% du PIB mondial. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'elle pour notre santé, pour la préserver, pour notre vie quotidienne, mais aussi pour éviter l'effondrement de notre économie, de notre prospérité, et demain, eh bien, presque de la souveraineté de notre pays. Et c'est là où le rôle de la préservation de l'eau, de la rivière, de la mer, des océans, des pôles, de certaines espèces qui sont en train de disparaître, ce n'est pas des lubies de poètes ou d'amoureux du vivant. En réalité, c'est une vraie responsabilité citoyenne et civique parce que c'est quelque chose qui est nécessaire dans nos vies au quotidien, même si parfois on ne prend pas le temps de le regarder. Ouais. Vous avez déclaré, la nature ne peut pas rester l'angle mort des acteurs économiques. C'est parce vrai. que c'est vrai qu'il y a les enjeux économiques face à tout ça, les enjeux agricoles aussi. On peut parler des pesticides, on peut parler d'un certain nombre de choses dont les agriculteurs disent qu'ils ont besoin aujourd'hui face à la concurrence internationale. Comment on peut arriver à concilier les deux, c'est-à-dire la biodiversité et en même temps la nécessité de la compétition économique? C'est possible de concilier si on a des trajectoires de sortie. Enfin, faut être très clair. L'objectif de baisser de 50% l'utilisation des pesticides dans notre pays, c'est essentiel. C'est essentiel pour notre santé, pour la santé des agriculteurs, bien sûr, mais aussi pour la qualité de l'eau, pour la qualité des sols. C'est un objectif, on va le faire. C'est un objectif, oui. Et on va le faire, mais pas de manière dogmatique, pas juste en disant vous avez qu'à. On va accompagner par la recherche, par des moyens de substitution. Comme pour le glyphosate, avec toute la polémique qui a entraîné le fait qu'on a reporté l'interdiction de ce... alors que l'on sait les effets néfastes sur la santé. Là, pour le coup, la France est restée bien en avance et bien au-delà de la position européenne, alors même que moi, je suis très triste de la position qu'a pris l'Europe, parce que dans le fond, elle n'a pas été juste sur la différenciation des usages. On aurait pu dire, attention, on arrête le glyphosate dans ce qui n'est pas agricole. Et moi, j'entends les agriculteurs qui disent, si les autres pays continuent à l'utiliser, vous voyez bien que ça fait de la concurrence déloyale. Bien sûr que je le vois, et il faut en sortir pour autant, parce que plus que jamais, c'est encore trop tôt, malgré les dangers qu'on connaît. Non, on en sort. Moi, la France a une position très claire. On accompagnera nos agriculteurs sur la sortie du glyphosate. Et aujourd'hui, on continue à réduire son utilisation parce que nous savons et nous connaissons les conséquences de ce produit. Et plus largement, on est en train de construire une sorte de plan éco-phyto avec le ministère de l'Agriculture pour que ça ne reste pas un angle mort.
Et c'est un angle mort dans le monde économique parce que, vous savez, les gaz à effet de serre, les émissions aujourd'hui de CO2, on arrive à les calculer dans un tableur Excel. L'impact sur la biodiversité, on n'arrive pas à le rentrer dans un tableur Excel. Oui. Et on dit souvent que ce qui est mesurable est pilotable. En tout cas, c'est un adage, on peut dire, populaire dans le monde économique. Eh bien, en réalité, on se trompe si on dit que la biodiversité n'est pas mesurable. C'est son investissement, c'est les coûts qu'elle évite, c'est tous ces services qu'on n'arrive pas aujourd'hui à valoriser à hauteur. Sauf qu'on n'a pas besoin d'attendre un tableur Excel. Les travaux que j'ai lancés, entre autres, dans cette stratégie nationale biodiversité et avec le monde économique, c'est de dire il y a plein de secteurs qui vont être très impactés. Leur modèle même risque de ne pas tenir. Et si on veut être un pays souverain, fort, et de faire vibrer cette excellence française, nous avons besoin de pionniers. On en a quelques-uns. Maintenant, il faut qu'ils embarquent avec eux nos ETI, nos PME, nos TPE sur nos territoires. Oui. Et pour ça, eh bien, on a des filières entières qui vont travailler. Et le ministère de l'écologie va devenir le meilleur ami eh bien, du monde économique pour construire ces transformations avec l'ensemble des acteurs. Même si on se dit, ça ne doit pas être agréable à entendre. Vous avez rassemblé, je crois, hier, des grands patrons, des très grands patrons de L'Oréal, patrons d'entreprises multinationales, dans un contexte international concurrentiel très difficile. Oui. Et vous leur demandez de faire des efforts, y compris d'ailleurs, au détriment peut-être de certaines marges ou de certains bénéfices. Et vous savez, eh bien, ils étaient allants. On a même rajouté des chaises tellement l'événement en fait a eu de succès. Et vous savez pourquoi ils étaient plutôt allants? Parce qu'ils ont bien vu que c'est leur modèle d'affaires même qui est en danger. Demain, je vous donne un exemple très simple. Si Michelin n'a plus d'EVA, il n'y a plus de pneus. C'est simple. Donc si on n'investit pas aujourd'hui dans du caoutchouc naturel, beaucoup plus durable, c'est un modèle entier qui s'effondre. Demain, si les assurances n'intègrent pas de l'investissement pour protéger, par exemple, les maisons ou lutter contre les sécheresses, eh bien, ce sont nos maisons qui aujourd'hui se fissurent et on ne peut plus y habiter. Et donc, c'est un risque nouveau pour le monde assurantiel. Si demain, et je vous donne plusieurs secteurs différents, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'agriculture, mais il n'y a pas que eux. Si demain, je vais vous prendre un autre exemple, si demain la construction, le bâtiment, l'immobilier ne travaillent pas sur la question des matériaux, parce que le bois devient de plus en plus rare, parce que nos forêts ne sont pas en bonne santé, alors nos maisons ne pourront pas s'adapter au changement climatique et surtout, on ne pourra plus construire eh bien, à des coûts socialement acceptables. Et c'est là où cette prise de conscience, elle doit accélérer et de se dire, le climat et la biodiversité, c'est deux combats, mais deux combats jumeaux. Et c'est absolument le discours qui a été tenu. Mais malgré tout, est-ce qu'il va y avoir aussi une forme de contrainte? Est-ce qu'on ne peut être que, finalement, dans l'incitation? Non, il y a les deux. Voilà. Il faut les deux. Il faut les deux, c'est vrai, et je peux vous donner un certain nombre d'exemples, peut-être moins sur nos entreprises françaises, mais des contraintes nous en posons quand on fait, vous savez, toute l'imposition sur le carbone aux frontières européennes. C'est de la contrainte pure. On se dit, écoutez, moi je préfère que l'acier soit lorrain, parce que l'impact sur l'environnement est moindre que de l'acier qui vient du continent asiatique, parce que dans le fond, il est peut-être moins cher en coût unitaire, mais son impact, si on intègre son impact sur la planète, eh bien, il est plus lourd. Et donc, ces éléments de régulation sont essentiels. Quand on interdit les produits de la déforestation sur le marché européen, c'est de la contrainte. Et donc, finalement, de la contrainte, il en faut, parce que je dis qu'il faut sortir d'une naïveté, faut être très clair. Il y a aussi des nouvelles réglementations financières, et même extra-financières. La CSRD, c'est un document qui doit être transposé, qui est européen d'ici la fin de l'année. Mais je crois fondamentalement aussi à, vous savez, à cette mobilisation qui va permettre à ces entreprises de découvrir des opportunités économiques, de recruter plus, d'être plus rentables, parce que ce sont des coûts demain qu'ils devront assumer, et surtout d'être les leaders mondiaux sur des marchés, parce que demain, s'il n'y a plus, encore une fois, ces services rendus par la nature, moins d'eau, moins de pollinisateurs, moins la qualité de l'air, eh bien demain ce seront leurs modèles qui risquent de s'effondrer. Donc l'effondrement du vivant, eh bien en réalité il risque de tirer avec lui l'effondrement d'une prospérité économique, mais du coup de nos emplois et de nos territoires. Et c'est pour ça que la prise de conscience, eh bien elle est réelle et elle est forte. Merci beaucoup Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la biodiversité dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Merci d'avoir été notre invitée. C'est un plaisir.